Salut tout le monde, bienvenue à ce 102e épisode du podcast Femmes de fer. Aujourd'hui, je me plonge dans un sujet que j'ai un petit peu de difficulté à cerner, la cancel culture. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de où? Comment l'aborder? Est-ce qu'on va trop loin? Et pour mieux comprendre le sujet, je reçois la journaliste Judith Lucier qui a plongé à 100% dans le projet avec son livre Annulé, réflexion sur la cancel culture. Judith Lucier est journaliste depuis plusieurs années. On la voit un peu partout dans les médias. Vous l'avez peut-être vu dans la web série féministe Les Brutes sur Télé-Québec. Elle a également écrit un livre On peut plus rien dire, le militantisme à l'ère des réseaux sociaux. Alors, j'ouvre le sujet avec elle qui mérite d'être nuancé, décortiqué et certainement d'être discuté. On l'écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de fer. Salut Judith! Salut Sophie! Ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Je suis vraiment excitée et un peu stressée de te parler ce matin. Je vais être très honnête avec toi parce qu'on se lance dans un sujet qui, avant de te parler, je me suis dit, je vais regarder un peu autour de moi qu'est-ce que les gens, le pouls un peu du sujet de la cancel culture que tu mets de l'avant dans ton livre Annulé. Et là, les gens me disait je suis ambiguë, je sais pas, je suis pas sûre je vais en parler. C'est quoi? C'est un sujet compliqué, ça on marche sur des œufs, on a peur de faire des erreurs. C'est sûr que c'est un sujet qui est stressant. C'est ça. Alors, je me lance tout de suite dans le bain. Premièrement, c'est un sujet stressant, mais tu as décidé d'écrire un livre là-dessus. Qu'est-ce qui te fascinait là-dessus? Ben, c'est un peu la suite logique de mon précédent essai « On peut plus rien dire ». Puis je voyais que la discussion évoluait vers la cancel culture. On me demandait de plus en plus de m'exprimer sur ce sujet-là en entrevue. Puis même si c'est lié, mon essai « On peut plus rien dire », ça porte sur le militantisme à l'ère des réseaux sociaux. Il reste que ce phénomène-là, la cancel culture, a quand même évolué d'une manière intense dans les 2 dernières années. De sorte que quand j'arrivais en entrevue, moi aussi, j'étais comme dans le même état que tes interlocuteurs. J'étais qu'est-ce que je pense de ça? Tu sais, c'est sûr que des fois, ça va trop loin. C'est sûr qu'en même temps, quand on y pense, c'est le pouls de la population. C'est la population qui décide qu'elle ne veut plus certains comportements, qu'elle veut que les gens aient des comptes à rendre, qu'elle veut que les gens soient responsables de leurs actions. Donc, c'est important d'en tenir compte également. Donc, je voulais me faire une tête, moi, d'abord, sur ce sujet-là. Quoi de mieux que d'écrire un livre pour bien approfondir un sujet? Ouais. J'ai fait mes recherches comme d'habitude, la même méthode que pour tous mes livres. Puis, vraiment, ma réflexion a évolué durant l'écriture. C'était super intéressant. Pour de vrai, c'est un processus qui m'a stressée dans l'écriture. Parce que, comme j'avais dit, tu sais, je faisais des blagues, tu sais, comment écrire sur la cancel culture sans se faire canceller, tu sais, soi-même. Mais en même temps, plus on a d'informations sur comment ces phénomènes-là se passent, parce que moi, j'analyse plusieurs cas de cancel culture, que ce soit Marie-Pierre Morin qui perd tous ses contrats, que ce soit des professeurs à l'université qui peuvent plus dire certains mots, qui sont... quand on analyse ces histoires-là de manière très précise, en accueillant toutes les nuances qu'elle comporte, il y a quelque chose d'apaisant au final. Donc, c'est un sujet qui est super stressant quand tu le vois arriver de loin, mais quand tu t'y attardes puis que tu prends le temps d'analyser les choses, ben c'est apaisant. Il y a quelque chose de... on va démêler tout ça, puis c'est un exercice que j'avais envie de faire, de prendre le sujet, on dit à bras le corps, là, c'est-à-dire j'ai pas peur, je me lance, ok, on y va, on va tout analyser ça. Oui. Donc j'ai fait l'exercice pour vous pour que vous ayez pas à le faire. Oui, c'est ça, parce que écoute, quand j'ai plongé dans ton livre, que j'adore la couverture aussi. Super couverture de mon amie Mathilde Corbeil, qui est mon amie du secondaire, on s'appelle.
Puis vous vous êtes retrouvés puis tu y as demandé ou ça a donné comme ça? On s'est pas perdu de vue très longtemps, Mathilde et moi, on était des meilleurs amis au secondaire, puis quand on s'est retrouvés, c'est elle qui avait fait l'illustration aussi d'On peut plus rien dire. On collabore régulièrement ensemble, c'est elle qui a fait l'illustration aussi de le visuel pour mon balado Les Sorcières. C'est drôle parce que c'est mon amie, puis je voudrais qu'elle illustre tous mes projets. On dirait que ça a l'air que je priorise mon ami ou que, tu sais, mais dans le fond, c'est juste parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, puis on se comprend, puis quand on a parlé de la couverture ensemble, on était tellement connectés que, tu sais, c'est le fun d'avoir ça avec quelqu'un, puis de pouvoir vraiment d'avoir une illustration qui illustre mon livre de la manière la plus, qui me ressemble le plus, dans le fond. Absolument. Moi, ce qui me fascinait dans ton livre, c'est dès le début, tu nous plonges vraiment dans l'analyse concrète de d'où ça vient. Puis dans ma tête, là, j'avais l'impression que ça faisait quelques années que ça existait. Oui. Puis finalement, quand on lit ton livre, ça va très, très loin. Puis le départ de ce mot-là n'est plus ce qu'il est aujourd'hui, finalement. Absolument. Mais c'est à la fois un phénomène hyper récent, parce que dans les 2 dernières années, on a vraiment mis le mot cancel culture dans la tête des gens. Tu sais, on parle de cette expression-là. Ça fait vraiment 2 ans. Avant ça, on parlait d'autres phénomènes. On parlait de tribunal populaire. On parlait de call-out, call-out culture. Donc, quand on dénonce quelqu'un, call out, c'est un bel anglicisme pour dire dénoncer, en fait. Ouais. Mais en même temps, c'est un très vieux phénomène parce que tu sais, ça nous fait penser aux chasses aux sorcières, ça nous fait penser à la Révolution française, ça nous fait penser à tous les soulèvements populaires où la population s'est levée en disant ça va pas, puis des fois avec évidemment des débordements. Mais il y a quelque chose qui s'est passé récemment que j'attribue en grande partie aux réseaux sociaux. C'est sûr que les réseaux sociaux nous ont permis d'avoir une espèce de discussion collective super rapidement, de manière très intense, qui a donné le meilleur et le pire, dans le fond, hein. Ça a donné un éveil sur certains enjeux sociaux, comme avec le mouvement MeToo, avec les mouvements Black Lives Matter, etc. Mais ça a aussi créé cette espèce de tribunal populaire. On voit que tout le monde peut réagir fortement, puis ça peut créer rapidement un mouvement de foule. Puis des fois, on perd un peu la réflexion dans ces mouvements-là. Oui, parce qu'une des réflexions que je regarde en lisant ton livre, je me dis, tu sais, les médias sociaux, comme tu dis, propulsent ce genre de discussion-là, puis ça ne va aller qu'en s'accélérant parce que nos moyens de communication sont intenses et ça ne fait qu'aller encore plus vite. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir arrêter, puis c'est important d'avoir une réflexion là-dessus de comment on regarde ça, puis comment on s'en parle aussi. Puis une chose que je me dis, c'est que maintenant, avec les médias sociaux, c'est qu'il n'y a plus de juge ou d'espèce de, tu sais, la limite ou le tampon qui adoucit un peu la discussion. Je regardais un peu, moi, quand je faisais mes cours en journaliste dans le temps, mais il y avait toute une marche à suivre, il y avait une façon d'aller chercher ses faits, une façon de regarder l'actualité. C'était comme un tampon qui faisait, OK, on a un sujet maintenant, approfondissons, allons chercher nos sources. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais maintenant, les journalistes le font encore. C'est juste qu'ils n'ont plus le monopole de l'information qui circule. Exactement. Il y a aussi monsieur, madame, tout le monde qui peut s'en mêler. Oui. Puis on l'a vu dans l'affaire Marie-Pierre Morin, Safia Nolin, bien avant que les journalistes puissent en parler. Tout le monde était au courant, tout le monde avait vu ça. Ça faisait énormément réagir. Je me rappelle justement de cette affaire-là où les gens se disaient, mais voyons, pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Puis moi, je me disais, mais les journalistes là sont en train de courir backstage en essayant de trouver la vraie source, la vraie information avant de la sortir. Fait qu'il y a vraiment comme 2 mouvements d'information, de flow, de façon de parler. Mais en même temps, je me disais, mais aussi, les réseaux sociaux ont quelque chose de bon. Puis c'est ça qui est difficile, je trouve, en ce moment, essayer de mettre de l'avant parce qu'on se dit, ben oui, mais la cancel culture, c'est difficile. Donc, les gens deviennent mitigés, ils ont peur de parler, mais de l'autre côté, c'est important de parler puis de dénoncer. Fait que là, on se positionne où là-dedans? Tout ça peut coexister en même temps. C'est ça qui est fou. Puis, tu sais, on a de la difficulté des fois à dire tu sais, on a de la misère avec les nuances, on a de la difficulté à dire c'est possible d'être à la fois Mike Ward et Jérémy Gabriel. Tu sais, c'est possible d'être à la fois trouver que les réseaux sociaux
sont extraordinaires, nous ont apporté beaucoup de bénéfices, mais qu'à la fois, ils génèrent quelque chose d'un petit peu stressant. Tu sais, je le dis, on n'a jamais pu autant s'exprimer, mais on n'a jamais eu autant peur de le faire. Donc, c'est quand même... Puis ça, tu sais, moi, ce que j'essayais de rétablir un peu, c'est que dans mon essai, on peut plus rien dire. Tu sais, j'essayais de voir comment ça se fait que de plus en plus de personnes disent on peut plus rien dire, c'est rendu qu'on peut plus rien dire. Puis souvent, c'est des personnes qui sont un peu en réaction avec les valeurs plus émergentes, tu sais, les valeurs de justice sociale qui vont dire ben là, on peut plus dire tel mot, on va se faire reprocher d'être sexiste, homophobe, raciste, transphobe, etc. Puis souvent, ben ça vient de la droite critique-là ou de gens qui sont tout simplement bousculés là, par les enjeux sociaux, tu sais. Mais c'est normal qu'ils soient bousculés. Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent très vite, il y a beaucoup de nouvelles idées, puis ces idées-là circulent plus rapidement. Ces idées-là circulent bien plus rapidement qu'il y a 20 ans ou 40 ans, c'est sûr, parce qu'on les partage à la vitesse de l'éclair. Pas besoin d'envoyer une lettre par la poste. Puis maintenant, tout le monde peut faire part de son opinion. Pas besoin d'être journaliste, chroniqueur, curé, chef d'entreprise, politicien. Donc, ça a donné beaucoup plus de voix dans l'espace public. Mais évidemment, c'est sûr que ça arrive avec c'est une difficulté de gérer toutes ces voix-là. De gérer toutes ces voix-là et de se dire, mais oui, mais qui a le droit de parler plus fort que l'autre, tu sais? Parce que je me disais, avant, si je reviens encore plus à quelques années avec les journalistes, on se disait, ben il y a des gens, eux, leur travail, c'est d'être chroniqueurs, de donner leur opinion dans un journal. Puis là, maintenant, avec les médias sociaux, ben tout le monde peut avoir cette position-là. Puis tout le monde a le droit, en fait. Tout le monde a sa plateforme. Et là, de dire, OK, mais pourquoi le journaliste a le droit de donner son opinion plus fort que la mienne? Parce que moi, je suis pas d'accord. Fait que moi aussi, j'ai le droit à ma place. Fait que ça fait que des gens aussi qui se sentent pas entendus ont le goût de crier puis de faire comme, ben oui, mais moi, là, tu parles jamais de moi. Fait que moi, je vais la prendre ma place. Absolument. Puis, tu sais, dans beaucoup de ce qu'on a décrit comme étant de la cancel culture, il y avait, en fait, il y avait rien d'annulé ou il y avait pas l'intention a priori d'annuler quelque chose. Il y avait l'intention d'exprimer une critique ou exprimer une idée. Tu sais, quand on repense à l'affaire Slave, oui, il y avait des gens qui voulaient annuler la pièce de théâtre. Il y avait des gens qui étaient plus dans les extrêmes, qui trouvaient ça vraiment inacceptable. Mais à la base, il y avait une personne qui a voulu formuler une critique à l'égard d'une certaine démarche artistique. Puis ça, c'est légitime. C'est aussi ça, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est autant de dire, ben, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça veut pas dire que je veux t'empêcher de le dire, mais ça veut dire que je veux moi aussi pouvoir exprimer que je suis pas d'accord, que ça marche pas, que cette prise de parole-là a des conséquences, que ça a des répercussions sur les gens. Donc, tu sais, c'est important que tout ça puisse coexister. Oui, mais je pense qu'une des choses qui fait peur, c'est parce que ça peut déraper. Tu sais, je pense que le problème, c'est pas nécessairement la discussion. Comme tu dis, c'est s'il se passe quelque chose dont moi, je suis pas d'accord, ben, je vais aller discuter avec telle personne, mais c'est pas pour rien que je te parle aujourd'hui. Je me dis, je veux discuter, je veux comprendre en arrière. C'est un peu ça l'objectif de mon podcast, parce qu'il y a des choses que, ben, moi, je suis pas au courant, je veux m'informer, l'autre est plus au courant. Donc, la discussion est là, mais là où c'est difficile, c'est que les médias sociaux, peut-être, ou je dis les médias sociaux, mais en général, en ce moment, la discussion est très polarisée et on oublie de s'écouter un peu. Absolument. Je pense que rapidement, la raison pour laquelle, il y a plusieurs raisons pour laquelle les médias sociaux sont polarisés en ce moment. Mais premièrement, leur architecture, leur façon de faire, leur algorithme sont friands de cette polarisation-là. Donc, ils sont conçus, les réseaux sociaux, pour qu'on se braque les uns contre les autres. On en sait très peu. En fait, c'est pas vrai qu'on en sait très peu, mais ça évolue très vite, la façon dont les algorithmes fonctionnent. Donc, c'est difficile de les étudier en profondeur puis d'analyser comment ils fonctionnent. Mais ce qu'on a comme indice à date, c'est que moins une information est nuancée, plus elle est choquante, plus elle est chargée émotivement, particulièrement de manière négative, par exemple par la peur ou la colère, plus elle a de facilité à voyager qu'à être virale. Donc, puis quand on y pense, là, qu'est-ce qui va t'amener, pas toi Sophie, mais mettons quelqu'un
qu'est-ce qui va vous amener à partager une information, partager un article sur les réseaux sociaux? C'est parce que vous avez été choqué, c'est parce que vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez pas, tu sais, mettons, puis c'est le cas de beaucoup d'histoires de cancel culture, quand on dit, on est en train de brûler des albums de Tintin. Là, t'as peu, là. T'es en train de brûler des livres de mon enfance. Premièrement, brûler des livres, ça me fait penser au régime nazi. C'est pas vrai que Tintin, c'est raciste. Cela dit, moi, je dis ça avec des noms. C'est pas moi qui parle. Mais c'est tes motifs, parce que moi, j'ai lu ça vient quand nous j'étais chercher. un enfant. Ça veut-tu dire que moi, je suis raciste? Donc, c'est super chargé émotivement. Puis après ça, quand tu nuances, quand tu arrives avec des nuances, si en même temps, on avait appris que la personne qui a fait ça, qui a demandé que ces livres-là soient brûlés, est un peu elle-même, tu sais, elle ne représente pas tous les militants. Puis là, je parle des livres qui ont été brûlés là dans une commission par une commission scolaire en Ontario. Ça a fait les manchettes là cet automne. Quand on apprend que la personne, elle n'est pas représentative des militants de la cause autochtone, que plusieurs militants autochtones se sont dissociés de ces gestes-là. Mais on devient en colère parce qu'on se dit, hey, ça va trop loin, ça m'enlève quelque chose de mon enfance, ça me brime, ça me donne une image de moi que j'aime pas. C'est toutes ces émotions-là qui se brassent à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on est là, on dit, hey, ça va trop loin, ça va. Puis là, on est fâché, fait qu'on partage l'information. Mais si on avait toutes ces nuances-là au même moment, mais on ressentirait pas le besoin de partager la nouvelle parce qu'on se sentirait, OK, c'est une hurluberlue en Ontario, ça me concerne pas, elle peut bien penser ce qu'elle veut, moi, je vais continuer à lire des Tintins. Oui, mais la réactivité des gens est super importante pour la profitabilité des médias sociaux. Tout ça est relié ensemble. Si, ça vient me rechercher dans le documentaire de Social Dilemma où il parle justement de l'algorithme, où ça dit, oui, c'est quelqu'un qui a créé l'algorithme, mais à un moment donné, l'algorithme se forme lui-même en se disant, oh là, ça réagit, donc ça nous ramène plus d'argent et ça fait mousser encore plus, fait que les gens sont encore plus en ligne, donc oui, parce que c'est nous le produit sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, les réseaux sociaux, mais ce qu'on nous vend, en fait, ce qui est vendu, c'est du temps de notre attention, donc de la publicité à des entreprises. Donc, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on interagit, plus on est, plus c'est payant pour Mark Zuckerberg. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas notre intérêt, c'est de nous passer des publicités. Oui, mais quand on est pris là justement dans ce flot-là il se passe un scandale, puis tout dégringole, puis quand on le regarde aller, des fois c'est difficile de dire comme non, moi je m'impliquerai pas parce que tu sais ça vient nous chercher émotivement, puis de l'autre côté on se dit mais c'est quoi mon poids dans ce scandale-là, comment réagir face à ça? Est-ce que toi t'en es venu un peu à prendre une balance là-dedans, à te positionner, parce que t'es quand même une personnalité publique, tu donnes ton opinion, tes positions, puis de l'autre côté, t'es sur les médias sociaux, les gens s'attendent à t'entendre dire des choses. Comment toi tu... je le fais de moins en moins. Tu sais, peut-être que les gens l'auront remarqué, mais tu sais, moi, j'ai pris une pause des réseaux sociaux, je pense que c'était en 2017, puis je suis jamais revenue avec la même intensité que j'avais au début des années 10, disons-le. Mais tu sais, moi, j'ai fait une dépression, puis ça a remis en question beaucoup mon rapport aux réseaux sociaux. Je pense que je peux pas tout attribuer ma dépression à ça, mais ça a eu une incidence certaine. Et depuis ce temps-là, tu sais, en ce moment, je partage pas tant mon opinion sur les réseaux sociaux. J'en ai tellement payé le prix que peut-être c'est ça qui me fait, qui me donne un pas de recul. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive pour publier sur les réseaux sociaux quelque chose, je me demande, c'est-tu vraiment important pour moi? J'ai-tu vraiment toutes les informations? Comment ça va se revirer contre moi? Ça vaut-tu vraiment la peine? Donc, c'est sûr que ça me donne un recul mais en même temps, ça me brime aussi un petit peu, là, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui se plaignent qu'on peut plus rien dire. Moi aussi, là, je ne m'exprime plus aussi librement sur les réseaux sociaux parce que je vois comment ça peut se virer contre moi. Fait que donc, j'ai une certaine réserve parce que je me suis épuisée à ce jeu-là. Donc, à la place, j'écris des livres. Puis pour moi, des livres, c'est un espace de réflexion puis d'expression qui est avec beaucoup plus de recul, qui me donne rechercher, plus posé, qui est moins dans la réactivité. Puis moi, c'est le médium que je trouve le plus intéressant pour moi en ce moment.
Qu'est-ce qui t'a épuisé sur les médias sociaux? Répondre aux commentaires ou d'avoir peur d'avoir dit la mauvaise chose? Ben, tout ça, tu sais, répondre aux commentaires, je sais pas si ça vous est sûrement déjà arrivé de faire une publication et de réaliser que ça vous a pris la moitié de votre journée en réaction, puis tu sais, parce que vous vous obstinez avec quelqu'un, parce que ci ou ça, tu sais. Bon, ben évidemment, il y avait toute la gestion des commentaires agressifs, des trolls, et des fois même des commentaires polis, mais qui demandent de l'énergie à gérer. Tu sais, quelqu'un qui veut débattre avec vous d'une idée, moi, j'ai plus tant de temps que ça là pour faire ça avec tout le monde, tu sais. Puis moi, je me suis épuisée à ça. J'avais un comportement que j'ai changé justement. Pour avoir une attitude plus saine par rapport aux réseaux sociaux moi-même. Mais je suis certaine qu'il y a des gens qui ont des relations... Puis je peux pas dire que ma relation avec les réseaux sociaux est complètement saine aujourd'hui non plus. Là, tu sais, j'aimerais bien retrancher quelques heures de mon bilan de combien de temps je passe sur mon téléphone par semaine, c'est sûr et certain. Là. Ouais, mais tu sais, ça fait partie de notre vie aussi. Puis je veux dire... Après ça, tu parles d'un livre annulé, tu n'as pas le choix de plonger dans l'univers des médias et médias sociaux pour le mettre de l'avant, d'en parler, c'est sûr. ça crée des commentaires. C'est sûr que les réseaux sociaux, on est un peu dépendant de les utiliser pour faire la promotion de ce qu'on fait. Je pense que les gens qui n'ont pas besoin de ça ils ont un grand luxe. Tu sais, je pense à des personnalités publiques qui ont affirmé qu'ils ils sont pas là-dessus parce que c'est une perte de temps comme Patrick Huard ou... des personnalités publiques qui sont connues depuis avant l'avènement des réseaux sociaux, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a son talk show, Patrick Huard. Donc, c'est sûr que il y en a pas, il est pas dépendant de la même façon que moi, je peux l'être pour partager mon contenu. J'ai un podcast que je veux que les gens écoutent. J'ai un livre que je veux vendre, que je veux qu'il soit lu le plus possible. Donc, c'est sûr que j'en ai besoin. Oui. J'ai goût de t'amener sur le sujet des woke. Personnellement, je me suis rendu compte que c'était une insulte dernièrement. En lisant un peu la description du woke et tout ça, je me suis dit, OK, ben moi, je suis woke. Ça m'a comme insulté, mais je me suis dit, ben c'est quoi de venir en défense des gens qui n'ont pas de voix ou qui ont... D'être réveillé dans le fond aux injustices sociales. Woke, ça vient de awakening. To be woke, to be... Mais je me définissais pas comme ça. Tu sais, c'est un mot que je me suis dit, d'abord, moi, je le suis, puis c'est pas correct. Là, je comprends c'est devenu super péjoratif. C'est super intéressant parce que c'est qui a Moi, dans tout ce livre-là, j'essaie de me questionner sur les dynamiques de pouvoir. Qui a le pouvoir de définir les mots? Qui a le pouvoir de dire que woke, ça devient une insulte, finalement? Puis on voit que c'est en fait les personnes qui dominent encore l'espace public, qui sont les personnes, la majorité dans une société. Donc, les woke, ça a longtemps représenté les militants antiracistes, notamment, les personnes noires, les personnes afrodescendantes. Et c'est encore majoritairement les Blancs qui définissent le sens des mots tels qu'on les utilise dans la société. Donc, c'est des personnes en situation de domination qui ont décidé d'en faire une insulte plutôt que d'utiliser ce mot-là comme il était utilisé à la base par les communautés afrodescendantes. Donc, c'est parlant, ça aussi, tu sais, ça nous dit que les personnes qui sont justement woke sont pas du tout en état, là, de dominer la société comme on voudrait nous le faire croire, là, puis de tirer les ficelles, puis de nous imposer des vocabulaires, puis de nous imposer des façons de penser. On n'en est pas là du tout. Mais évidemment, la société évolue, puis les valeurs évoluent, puis certaines personnes se retrouvent un petit peu dépassées, bousculées, c'est normal. Mais tu sais, pour moi, le mot woke aussi m'amène à me dire, si je regarde ça personnellement, moi, c'est ma curiosité tout simplement de dire, il y a des sujets qui passent devant moi, puis je suis comme, je suis pas au courant. Fait que je vais aller lire là-dessus. Puis ça m'interpelle. J'ai le goût d'en parler, de le mettre de l'avant, d'en discuter justement, parce que clairement, c'est des sujets qu'il faut mettre de l'avant, mais de le prendre comme une insulte, là, je me dis, je trouve que ça met encore plus l'espèce d'étampe de dire, dis pas des niaiseries, parce que là, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, comme de partout, ça nous arrive pour
qu'on se sente un peu brimé et de dire, ben, je parlerai pas parce que sinon, il y a quelqu'un qui va trouver que si, que ça, que c'est too much. Mais c'est sûr, on vit tous avec ça. Puis, tu sais, je veux dire, mais tu sais, je pense qu'il faut aborder les choses avec humilité aussi. Tu sais, quand tu dis, je ne connais pas ce sujet-là, je vais en apprendre plus. Ça, c'est la bonne attitude, tu sais. C'est sûr que si tu dis, hey, c'est rendu qu'on peut plus rien dire, là, la dernière fois, j'ai parlé de, mais je vais te donner un exemple il y a 15 ans. Tu sais, il y a 15 ans, on disait le mot fif, les mots fif ou tapette, ça passait, là, comme dans du beurre. On disait ça à la télé, on disait ça, on entendait ça à piment fort, hey, c'était une tapette. Mais voyons, tu sais, comme aujourd'hui, on dit plus ça. Est-ce que les gens se sentent brimés de pas pouvoir dire les mots tapette et fif? Ben non, on comprend que, tu sais, dans une société civilisée, on a démystifié c'est quoi l'homosexualité, on a moins de préjugés face à ça. Et on est capable d'accepter que, ben, ces mots-là sont péjoratifs, on aurait pu les dire. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'après ça, il y a des gens qui vont dire, ben là, on peut même plus dire le mot indien. Ben, c'est ça, on va évoluer, on va apprendre qu'il y a des meilleures façons de parler des personnes qui étaient sur les terres ici qu'on habite avant nous autres. Tu sais, fait que c'est la société évolue, les mots évoluent, le vocabulaire évolue, puis évidemment, mais il y a des gens qui se sentent bousculés, mais au lieu d'être dans l'humilité puis de dire ah je savais pas, je vais l'apprendre, ben on se braque des fois, on va dire ah tu sais encore un interdit, encore quelque chose qu'on veut dire, je suis niaiseux de pas le savoir, mais c'est pas ça l'attitude, tu sais. C'est pas ça c'est pas ça l'objectif, c'est pas de dire que ceux qui utilisent pas les bons mots sont niaiseux, c'est de dire ben il y aurait d'autres mots qui seraient peut-être plus adéquats pour décrire certaines personnes. Et apprenons ensemble aussi, là, parce qu'il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent que je pense qu'il faut se dire ben OK, ben ça je le savais pas. Absolument. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Tu penses en ben oui, c'est ça, je pense que si on assume nos erreurs avec humilité puis qu'on j'ai peut-être une longueur d'avance sur les questions d'enjeux LGBT. Ben ça m'arrive d'être avec une personne non binaire puis de mal utiliser ses pronoms parce que c'est encore quelque chose de nouveau que j'apprends pour moi. Tu sais, c'est pas quelque chose, c'est pas une. J'essaie de me familiariser avec cette réalité-là, mais des fois ça m'arrive de me tromper. Ben je m'excuse, tu sais, ça m'a échappé puis je suis désolée, je vais faire mieux la prochaine fois, tu sais. Après ça, si on s'obstine à se tromper puis à mégenrer les gens ou à utiliser des mots péjoratifs pour décrire certaines communautés, là, ça devient pour moi de la violence. Tu sais, ça devient de la provocation. Pourquoi je m'entêterais à utiliser certains mots? Tu sais, mettons, moi, quand j'ai appris que le mot mulâtre, moi, je pensais que c'était le bon mot pour décrire des personnes mixtes, là, des personnes métissées. Quand j'ai appris que c'était super péjoratif puis que ça, dans le fond, ça venait de la mulâtre, ça venait d'un mélange de mule avec un âne. Ben, aïe, c'est dégueulasse d'apprendre ça. Tu sais, ben, je vais plus jamais utiliser ce mot-là, tu sais, à part pour vous expliquer pourquoi il faut pas utiliser ce mot-là. C'est ça. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes fan de Femmes de Fer, eh bien, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Je suis quand même fascinée de dire, tu as décidé de prendre cette avenue-là en tant que journaliste. Depuis le début, tu étais beaucoup sur justement le web, les médias sociaux. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de rentrer qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce style de journalisme-là? C'est drôle parce que je suis devenue engagée ou féministe ou sensible aux enjeux sociaux en étant chroniqueuse d'opinion. Moi, j'étais pas particulièrement sensible à ces questions-là avant. Puis, en étant chroniqueuse d'opinion, ben j'ai vécu moi-même du sexisme. Je l'ai vu, tu sais, et ça m'a ouvert les yeux. Je pense que c'est très narcissique, c'est parti de moi. Tu sais, comme moi, j'ai vécu que je vivais des injustices. Et après ça, ben ça m'a ouvert les yeux vers d'autres injustices. Je trouve ça intéressant qu'on soit deux journalistes à se parler puis tu me poses des questions de journaliste à journaliste parce que je sais, moi aussi là, je viens d'une école où on veut être le plus objectif possible, le plus neutre possible. Mais j'ai l'impression que les journalistes, en voulant être objectifs et neutres, on réalise pas qu'on a parfois des biais cognitifs. Puis tu sais, je pense que avant d'être sensible aux enjeux sociaux, ben ça se peut que j'aie écrit des articles qui étaient sexistes sans m'en rendre compte, ou qui étaient capacitistes, ou qui étaient
raciste, je dirais raciste, mais insensible aux enjeux raciaux. Tu sais, j'avais ces biais-là cognitifs dont je me rendais pas compte, puis j'en ai encore, puis j'essaie de lutter contre ces biais-là. Puis pour moi, c'est une façon d'atteindre un peu plus d'objectivité ou de neutralité. Tu sais, c'est une façon de me rapprocher, même si je vais toujours avoir ma grille d'analyse féministe. Une fois qu'on l'a, ça s'en va pas. C'est un peu difficile de se l'enlever. Ouais. Pour moi, c'est une façon d'équilibrer tout ça. Oui. Parce qu'on a été longtemps à pas l'avoir, puis à pas tenir compte de la différenciation de rapports de traitement entre les hommes et les femmes. Fait que pour moi, c'est une question d'équilibre. Est-ce que tu vois l'évolution depuis que tu as commencé avec les gens autour de toi dans le milieu du journalisme des médias? Oui. Full. Vraiment beaucoup. Ça fait un petit peu plus que 10 ans qu'on se connaît. On a collaboré ensemble à Canoë. À Canoë, oui. Dans le temps. Back in the days, là. Days. J'ai des flashs encore de toi qui courent partout dans le bureau. Je me rappelle plus qu'est-ce qui se passait, là. Il se passait des trucs sur le web, ça, c'est clair. Ah, et j'ai vécu des grands moments d'émotion dans cette salle de nouvelles. Depuis ce temps-là, je vois premièrement des collègues aussi adhérer à une grille d'analyse plus féministe. Je vois des personnalités publiques. Je vois des choses que, mettons, je disais il y a peut-être 5-6 ans qui paraissaient un petit peu, les gens roulaient un peu des yeux, bon, c'est bien Judith Lucier, féministe, puis qui sont aujourd'hui banales. Tu sais, un détail comme, c'est super anodin, mais c'est le mot autrice. La première fois qu'on en a parlé, Lily Boisvert et moi, dans une capsule des Brutes, même nous, en tant que journalistes, on était comme, vous pouvez dire ce mot-là, il existe, il est à vous, mais tu sais, vous pouvez aussi continuer de dire le mot auteur. On n'était pas plus convaincus que ça, que les gens allaient adhérer là, à notre proposition autrice, puis on trouvait ça même farfelu, puis pourtant, aujourd'hui, c'est ultra répandu. Mais oui. Tu sais, dans les salons du livre, on parle d'auteur-autrice. À Radio-Canada, on entend les mots auteur-autrice. Ça a été super adopté. C'est pas du tout perçu comme un statement militant. Non. Contrairement à quand nous, on est arrivé avec cette proposition-là, où on était comme vraiment militante farfelue. C'est un petit détail, mais moi, je vois ces évolutions-là. Je vois des personnalités publiques défendre des idées que je défendais il y a 5-6 ans. Je vois de plus en plus de podcasts féministes comme le tien. Je trouve ça super intéressant. C'est sûr que la société évolue, puis notre milieu comme journaliste évolue aussi. Il y a de plus en plus de journalistes qui remettent en question cette fameuse objectivité puis neutralité journalistique. Oui. Puis même, je trouve le mot féministe a pris, je veux pas dire le sens large, mais est devenu moins, ça fait moins grincer des dents quand on parle de ça. Et avant, si on se disait féministe, c'était comme, super, il y avait comme un braquage, là. Ouais. Tandis que là, maintenant, non, c'est, je suis une femme, donc je suis féministe. Tu sais, ça s'inclut dans c'est moi. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas de... Avant, je l'aurais peut-être vu plus négatif. Je me serais braquée, puis j'aurais fait comme, oui, mais comme... oui, parce qu'on a eu ce message-là dans notre inconscient, toute notre... tu sais, on doit avoir à peu près le même âge. Puis je me souviens que moi... quand j'étais petite, on regardait la télé, puis on parlait des féministes, là, c'était jamais dans les termes, tu sais, c'était jamais dans les termes positifs. Il y avait eu l'incident Polytechnique, puis au lieu de dire que Polytechnique, ça avait été causé par un masculiniste, le discours ambiant, puis j'étais jeune, mais c'est ça que je retenais, je pense, inconsciemment, c'était que les féministes étaient allés trop loin. C'est capoté quand on y pense. C'est un masculiniste qui avait tué des femmes, puis on disait les féministes sont allés trop loin. C'est comme ça. T'es allé tellement trop loin qu'on avait provoqué là, cette affaire-là. C'est ça. Puis capoté. Puis ça a fait en sorte que le féminisme a été mal vu pendant 20 ans. Tu sais. Puis moi, je ne crie pas victoire parce que je pense que c'est des vagues, ça. Tu sais, quand je parle à des vieilles féministes, je le vois qui ont eu des périodes d'allégresse, qui ont eu des périodes de grande noirceur. Tu sais, puis ça, c'est cyclique, ça. Tu sais. Puis je suis pas étonnée qu'on se dirige vers encore une espèce d'écœur en titre là, de ces idées-là parce que ça dérange les gens. Ça dérange des gens. Puis moi, je me rappelle d'avoir lu un livre d'une féministe aux États-Unis, tu sais, qui disait dans le fond que chaque fois qu'il y a comme une violence faite aux femmes, c'est un traumatisme commun pour toutes les femmes parce que c'est de se dire comme OK, fait qu'on n'a pas, ça pourrait nous pas le droit, ça pourrait nous arriver. Puis c'est ça qui peut nous épuiser aussi. Je trouve qu'il y a une phrase souvent qui est mise de l'avant de « je suis tannée, je t'aboute ».
Je le vois souvent. Toutes les femmes en moi sont fatiguées. C'est ça, toutes les femmes en moi sont fatiguées, puis je suis comme, oui, mais non, tu sais, faut garder notre énergie, puis je trouve ça important, tu sais, qu'on soit capable je reviens toujours à la discussion, en fait. Quand c'est important de s'écouter, puis d'avoir la discussion, puis je trouve que ton livre, c'est ça qui met de l'avant. Ben, je suis contente que tu dis ça, parce que c'était vraiment ça l'objectif, tu sais, de démêler tout ça dans un esprit positif, puis... Parce que c'est pas de pointer du doigt. Moi, je vois en même temps que ton livre sort, qu'il y en a d'autres qui sortent. En tout cas, c'est le sujet un peu de l'heure en ce moment. Puis je me dis, ben ça, c'est intéressant parce que tout le monde veut en parler. Puis tout le monde a ses perspectives aussi. Tu sais, tout le monde a besoin de mettre son point de vue de l'avant. Mais peut-être que toi, tu le sens plus parce que c'est toi qui es de l'avant, mais j'espère que les gens ont le goût de discuter avec toi. Est-ce que Oui, je le ressens beaucoup. J'ai des belles entrevues à date, des vraiment belles discussions sur le sujet. Puis, tu sais, je pense que les gens sont étonnés de voir, peut-être à cause de l'image publique que je dégage, les gens pensent que je vais être fâchée, enragée, mais en fait, je suis contente de voir que les gens, ben c'est un peu ça le message que je reçois là, mais je pense que ça vient avec l'idée qu'on se fait des féministes encore une fois. Oui, exactement. Il y a les féministes en général, puis dans une catégorie à part, il y a Martine Delvaux et moi qui sont comme les féministes un peu fâchées, gossantes, tannantes, mais en tout cas. Mais c'est pas grave là, parce que quand les gens lisent mon livre, effectivement, il y a comme une espèce de surprise où ils se disent tu sais, c'est super nuancé, c'est plus factuel que je pensais, c'est plus documenté, puis c'est apaisant. Pour moi, c'est une réussite là, qu'il y ait cette réaction là. Est-ce que tu as eu des commentaires de gens qui ont été annulés dernièrement face à ton livre? Ouais, je peux pas dire qui. Ouais. Mais quelqu'un qui est annulé, qui vient juste de m'écrire ce matin, comme bravo pour ton livre, ça fait du bien à lire, c'est intéressant. Wow. Comment t'approches ça, justement, les gens qui sont victimes en ce moment est-ce qu'on dit victimes de la cancel culture? Est-ce qu'on... Ben, qui ont subi une forme de cancellation. Ben moi, j'approche ça avec... tu sais, je pense qu'on peut être à la... Puis c'est ça qui a peut-être disparu du débat public, puis il y a une raison à ça. Je pense qu'on peut être à la fois sensible à la réalité des victimes et sensible à la réalité des personnes qui sont annulées sur l'espace public. Ça peut coexister. C'est touché, par contre, parce que pendant tellement d'années, on a eu plus d'empathie pour les agresseurs. Pour de vrai, tu regardes dans toutes les histoires qui ont fait les manchettes dans les 20 dernières années, tu sais, l'affaire Monica Lewinsky, on a pris pour Bill Clinton, l'affaire, tu sais, toutes les affaires d'agression sexuelle, tu sais, c'est arrivé là qu'il y avait, mettons, un élève prometteur dans une université là qui était un champion de natation ou comme le champion de son équipe de football. Bon, là, on avait beaucoup plus d'empathie pour eux, tu sais, on se disait, si vous allez détruire leur carrière, vous allez... Fait que, tu sais, il y a comme eu une espèce de retour du balancier où là, on a dit, ben là, vous êtes des monstres, vous êtes des pas bons, vous êtes irrécupérables, on veut plus rien savoir de vous. Je pense pas que ce soit constructif. Je pense que, puis là, je parle des agressions sexuelles, c'est peut-être grave, mais tu sais, dans des cas moins graves où, tu sais, on a des personnes qui ont commis des fautes ou qui se sont mis le pied dans la bouche ou qui ont, tu sais, moi, je pense qu'il faut être capable de dialoguer avec ces gens-là. Faut être capable de leur parler. Je crois beaucoup à la deuxième chance. Cela dit, c'est complexe. Hein? Est-ce qu'on a droit à une deuxième chance? Oui. Est-ce qu'on a droit à retrouver la lumière? Hein? Parce que souvent, c'est des personnalités publiques. Ben là, c'est plus touché. Tu sais, on en a donné une deuxième chance à Gilbert Rozon dans les années 90. Puis pour moi, comment ça se fait que cette personne-là a retrouvé la lumière? Pour moi, c'est un petit peu embêtant, tu sais, alors qu'elle avait été reconnue coupable d'agression sexuelle. Tu sais, comme tu as pu le constater à la lecture, j'ai pas de réponse claire dans mon livre. J'ai des pistes de réflexion. Tu sais, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Mais je crois beaucoup en la valeur du dialogue puis de l'empathie dans peu importe les situations. Ouais. Maintenant que tu as fait annuler, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui t'allume, là? Est-ce que tu prends une pause ou tu t'es déjà un autre sujet qui te brûle, là, que tu as le goût de fouiller? Ben là, en ce moment, comme toi, je suis dans le démarrage d'un podcast de discussion féministe. Puis ça m'emballe vraiment beaucoup. Ça s'appelle Les Sorcières. Ça prend beaucoup d'énergie, avoir un podcast. Je sais pas de quoi tu parles. On a l'impression que ça peut être un petit side project, mais moi, j'ai décidé de mettre vraiment beaucoup d'énergie là-dessus. Parce que j'ai envie justement de créer ces espaces-là de discussion où on refait un peu le monde entre femmes, puis c'est important. Donc, je fais ça. Puis avec ce projet-là, j'avais en fait déjà le projet de cabaret féministe, le cabaret des sorcières. Puis ça, c'est des soirées où je mets de l'avant des femmes d'un petit peu différents backgrounds qui font une prestation artistique sur scène. Puis je suis maître de cérémonie, puis j'anime ça avec, je vais le dire, avec de l'humour. Parce que j'assume de plus en plus, c'est parce que c'est un petit peu surprenant, mais je fais un petit peu d'humour sur scène maintenant. D'accord. Tu vois, j'assume plus ou moins là, d'être à la fois journaliste et humoriste, mais c'est ça qui est ça en même temps. J'essaie cette avenue-là, puis je trouve ça intéressant d'aborder les enjeux sociaux avec humour, parce que je pense qu'il faut aussi chill, là, tu sais, être relax, puis tu sais, c'est sérieux. C'est des enjeux qui sont sérieux, qui sont importants. Et je pense qu'on peut aussi en rire, puis on rit des bonnes affaires. Ça rétablit l'équilibre, encore une fois. En terminant, le temps file et j'adore notre discussion. Puis là, j'aurais fait comme 2 heures là-dessus, mais il faut arrêter à mener. J'ai des questions de fin de podcast. Aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude? Pour tous les choix que j'ai faits dans la dernière année qui sont payants aujourd'hui. C'est-à-dire? De faire ce livre-là, je suis contente. La réception est super bonne. J'ai vraiment des belles critiques. Je suis contente. J'ai travaillé fort. Je récolte vraiment les fruits de ce travail-là. Puis, tu sais, moi, pareil pour le balado des sorcières, moi, mettre les voix des femmes de l'avant, ça a toujours été ma mission. Je suis super nourrie de ce projet-là. Pour toi, c'est quoi un leader positif? C'est quelqu'un qui prend les gens, qui les amène vers le haut, tu sais, au lieu de se replier sur soi, puis dans la colère, puis dans les uns contre les autres, puis trouver des ennemis. Mais pour moi, un leader positif, c'est comme, OK, on a un problème, qu'est-ce qu'on va faire avec, puis comment on va aller de l'avant. C'est drôle parce que avec mon projet de sorcière, c'est moi qui produit, puis le projet a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Je pense que j'ai du leadership. Je pense que j'ai découvert ça cette année. C'est un beau cadeau parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été une loner, tu sais, j'ai toujours fait les choses tout seul dans mon coin. Puis là, d'avoir ce projet-là qui grandit, qui nécessite que j'aille des collaboratrices, ça a fait en sorte que j'ai dû travailler plus en collaboration. Puis ça a été vraiment positif. Puis j'ai l'impression que j'ai été capable, en fait, que je suis... Fait que ça, je pense que j'allais de plus en plus. Tu te surprends. Je me surprends à avoir du leadership, c'est capoté. C'est bien, c'est le fun de toujours découvrir sur soi. Vraiment. Pour toi, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? C'est vraiment la chose qu'on devrait constamment se poser. Tu sais, souvent, on est perdu, on sait pas on essaie de fitter dans ce que la société attend de nous. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Qu'est-ce que toi, tu veux? C'est compliqué, c'est simple comme question, mais c'est compliqué parce qu'on est influencé par qu'est-ce que ma mère voudrait que je fasse, qu'est-ce que ma blonde voudrait que je fasse, qu'est-ce que ma psy voudrait que je fasse. Et en fait, ta psy, elle te dit qu'est-ce que tu veux faire, toi. Puis aussi, qu'est-ce que les autres autour nous montrent ce qu'ils font. Puis là, toi, tu te compares. Complètement. Puis quand tu le sais, quand tu évolues dans la sphère publique, tu es aussi en train de dire comment je pourrais faire pour que mes idées se propagent, comme tu sais, on veut plaire en même temps parce que en plaisant, on rejoint plus de monde, puis en rejoignant plus de monde, nos idées sont plus partagées. C'est complexe. Oui. Moi, j'ai décidé cette année que je faisais les choses à ma manière, comme Roxane Bruno. Puis ça marche. Mais ça marche. Je suis contente. Oui. Le moment dont tu es le plus fier. On dirait que ces temps-ci, je suis tellement habitée par mon projet de cabaret des sorcières que, tu sais, au dernier cabaret qui a eu lieu le 2 novembre, on recevait plusieurs invités extraordinaires et dont Manon Massé. Puis tu sais, je veux dire, ça a tellement fait plaisir. Manon était bonne sur scène, était belle à voir, puis je sais pas, ça a fait du bien au public. Les gens étaient contents, puis moi j'étais fière d'avoir réuni Manon avec d'autres artistes. C'était le fun. Le livre que tu lis en ce moment?
En ce moment, je suis en train de lire Rien du tout d'Olivia Tapiero, autrice que je découvre, c'est chez Mémoire d'Encrier, un roman impressionniste. Là, je sais pas comment te le décrire, mais c'est le fun à lire. Puis parallèlement aussi, je lis La fille d'elle-même de Gabrielle Bouillon-Tremblay, que j'adore. Bon, là, ce livre-là, c'est une honte à moi. Là, je l'ai pas encore lu non plus. C'est vraiment bon, c'est fun à lire, c'est beau, j'attends le c'est temps poétique, des fêtes. Ça va être vraiment une belle lecture de vacances. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien à lire. Dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? C'est drôle que tu demandes cette question-là parce que je suis vraiment carence de fer, fait que je me sens là. je sais que c'est pas littéral comme ça. Mais pour moi, c'est la force des femmes. On a une force qui nous a souvent été présentée comme une faiblesse. Puis dans ton podcast, tu le démontres en mettant des femmes de l'avant qui sont qui rock dans leur domaine respectif. Puis des fois, quand on est forte, ça va déranger, mais il faut pas oublier qu'on est forte puis on a ça en nous puis que c'est pas parce qu'on dérange que c'est un problème. Au contraire, c'est ça la voie, pour moi, en tout cas. Et on n'est pas obligé de déranger non plus, mais quand on dérange, c'est pas parce qu'on fait pas la bonne affaire. J'aime ce que tu dis. Je te félicite. J'adore ce titre, puis je te félicite d'avoir mis ça de l'avant. Merci. Ça fait 3 ans, en passant, que je fais ça. J'atteins mon 100e épisode il y a 2-3 semaines. Puis on dirait que je capote parce que je me disais, moi, j'ai parti ça là, dans mon walk-in à faire ça juste parce que j'en avais besoin. D'entendre des femmes parler de leur réussite puis de montrer que hey, on est capable, puis j'avais juste besoin d'être boostée, puis finalement, ça fait 3 ans que je fais ça, puis je continue parce que je découvre toujours des femmes, puis à chaque fois, je suis là, il y en a-tu encore? Puis évidemment, il y en a plein, là. Fait que je trouve ça fascinant de faire ce podcast-là, toujours contente d'en parler. Merci beaucoup, Judith. Pour ceux qui veulent te contacter ou suivre ce que tu fais, c'est quoi la meilleure façon? Je partage beaucoup ce que je fais sur Instagram. Honnêtement, je suis plus tant que ça sur Facebook. Je devrais partager mes choses. J'ai une page officielle puis tout sur Facebook. Mais aussi l'algorithme fait que comme je suis moins là, j'ai moins de rétroaction. Puis on est des bébites à validation sociale. Là, fait que moi ils m'ont perdu. Et on peut prendre ton livre Annulé, qui est déjà en librairie, puis t'as plein d'autres livres qu'on n'a pas parlé. Une femme de fer, j'ai fait la bio de Lisa Frida l'année passée. Super femme de fer que j'adore, que j'ai adoré, dont j'ai adoré écrire la vie. C'était vraiment super. Qu'est-ce qui te fascinait chez cette femme-là? Justement, je pense que c'est une femme tough, c'est une femme forte qui a été dans tous les boys clubs que tu peux imaginer, dans le sport, dans la pub, dans la politique, dans les affaires, puis c'est une autre génération de femmes, qui ouvrait les portes puis qui disait tasse-toi puis laisse-moi ma place, puis disait pas tasse-toi parce que Lisa s'exprime très bien. Comme ils prenaient leur place à leur façon. C'est pas la même façon que nous, notre génération. Nous, notre génération va moins accepter certaines choses que ces femmes-là, que elles, en fait, ont toléré parce que ça faisait une espèce de fierté de passer à travers tout ça. C'est une autre réalité. Puis c'est une femme qui a vraiment été une battante en politique. J'ai vraiment adoré me plonger aussi dans l'univers politique, la politique provinciale et fédérale. C'était moi, je pense que j'aurais aimé ça être journaliste sur les collines parlementaires. C'est quelque chose qui me fascine. C'est des espèces de thrillers politiques. C'est vraiment, il y a des rebondissements. En tout cas, moi, j'ai adoré ça. J'écoutais de la musique de films bien intense, là, puis c'était dramatique. Puis en tout cas, j'ai vraiment eu du plaisir à écrire cette bio-là. Puis en même temps, j'ai juste un flash en ce moment que tu parles de Lisa Frula et de voir toutes les femmes qui ont gagné dernièrement aux élections municipales. On se dit, c'est une autre génération, puis ils ont accepté des choses, mais c'est grâce à elles si des femmes en ce moment peuvent être là et prendre leur place. Puis moi, je regarde ça, puis je suis comme, ça fait du bien. Oui, d'ailleurs, on a reçu Catherine Fournier, qui est la nouvelle mairesse de Longueuil. Oui. On l'a reçue pendant la campagne électorale, puis le balado va être diffusé jeudi. J'étais comme, hey, on t'a fait perdre du précieux temps de campagne parce que c'était pas, il y a un délai là, avant la diffusion. Ouais. Mais vous allez pouvoir l'écouter dans le balado des sorcières jeudi. Elle était vraiment cool, elle était vraiment intéressante. Elle nous a parlé vraiment de sa réalité comme femme en politique et comme jeune femme surtout. Oui. Puis elle s'est tellement fait redire, puis elle s'est fait, on lui a enlevé beaucoup de crédibilité à cause de ça.
C'est tellement une fille solide, là. Moi, je la trouve super inspirante. Au-delà de toute partisanerie, Catherine Fournier, je la trouve vraiment cool. Ouais. Bon, on arrête de parler, mais merci. On se fera une autre conversation à un moment donné. Merci beaucoup, Judith. C'était vraiment un plaisir de te parler. Super, à la prochaine. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.